Est-ce que tu peux me parler de Mouss Diouf? C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Et il est parti. Et ça m'a fait tellement mal au cœur. La rencontre avec Cannes a été extraordinaire parce qu'il est venu voir mon spectacle 8 fois. Mais je le voyais dans la salle. Et je me disais, merde, c'est l'URSSAF. Ouais, foutu pour foutu. Et ça, c'est à cause du gel de Lidl. Lidl, arrêtez de donner du gel. Regardez. Oh. Comment ça va? Mais non, on aurait pu faire ça à la maison. Bah oui. C'est vrai qu'on aurait pu aller à la maison. Écoute, tu es à la maison Boudère. Je sais. Bienvenue. Merci beaucoup. Tout va bien? Tu sais pourquoi j'aime bien chez toi? Ouais. Parce que t'es le seul qui met des chaises où je peux toucher les pieds par terre. Tu vois, moi, ça me fait du bien, personnellement. Comment ça va? Bah ça va, mon Boudère. Bah écoute. Je voulais qu'on prenne un peu de temps pour parler. Parce qu'en fait, on te voit beaucoup. C'est l'année où tout réussit. Tu cartonnes sur scène, à l'école. Oui. Spectacle qu'on voit partout. Exactement. Qui est en train de faire un carton dans toute la France. Ouais. Sur TF1. Aussi, tu fais des records d'audience pas possibles. T'as remplacé Mimi Mati. C'est mon rêve. Voilà. Et Mouss Diouf. Ah, on parlera de Mouss tout à l'heure. Ouais. Et tout simplement, je voulais te recevoir parce que, comme je l'ai dit à Soprano, tu fais partie des rares qui véhiculent des valeurs qui sont les nôtres, qui font du bien, qui réunissent les gens et qui disent des choses en même temps. Et il y a aussi quelque chose que j'admire chez toi, c'est ton extrême politesse. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de clivage pas possible. Ouais. Et toi, tu utilises ta responsabilité de personne exposée pour être toujours poli, courtois, respectueux. Et positif. Parce que je pense que j'ai une philosophie de la vie. T'as devant toi quelqu'un qui ne devait pas vivre déjà à la base. Ça a commencé mal, ouais. C'était un faux départ, tu sais. T'es né dans un village au Maroc et le médecin a dit il passera pas l'hiver. Il passera pas l'hiver en 78. Et on est en 2025, je suis là devant toi. Donc, il n'y a rien qui peut m'arriver de pire, quoi. Donc, je positive tout le temps. Et je me dis, combien de temps on va vivre sur cette terre? Bah, le peu de temps qu'on va vivre, venez, on le vit bien. Venez, on kiffe, quoi. Vraiment, on kiffe. On oublie de kiffer, de se dire, voilà, les gens, peu importe ta couleur, peu importe ta religion, peu importe ton physique, ton argent, peu importe qui tu es dans cette société. La religion, chez toi, c'est très important. Très important, bien sûr. Ça a une part de 80, même 100% de ma vie. Et, ma gentillesse, ma positivité, ma façon d'être, ma politesse, comme tu dis, c'est un truc qui est très important dans ma religion, qui est le bon comportement. Je suis pas là, moi, pour faire comment on appelle ça, la publicité de ma religion, mais j'essaie d'être l'homme le plus correct possible, pour moi déjà, aussi aujourd'hui pour mon fils, parce que je suis papa. J'essaie d'être un bon exemple pour mon fils aussi. Quel exemple de bon comportement ton papa t'a inculqué? Parce que lui aussi est très croyant. Exactement. Bah, c'est le fait de bien se comporter avec les gens, de les respecter. Mon père a eu une technique quand on était petit, il nous a dit, est-ce que si je vous dis que quelqu'un m'a insulté dans la rue, qu'est-ce que vous ferez? Je dis, ah bah non, on descend, on lui casse la gueule. Il dit, alors quand vous vous comportez mal dans la rue, les gens m'insultent. Parce que les gens disent, qui est le père de ces enfants qui foutent le bordel dans le métro, ou qui foutent le bordel dans le bus, ou dans... Et ça a été une philosophie, une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et à chaque fois que je marchais dans la rue, je me disais, oh là là, je représente mon père. Est-ce que c'est un moment où être musulman et exposé dans l'espace public, c'est compliqué? Aujourd'hui, ça l'est parce qu'on essaie de monter les gens les uns contre les autres. Et je trouve ça vraiment pas cool. Vraiment, moi, je suis pas français, je suis pas marocain, je suis un être humain. On est des êtres humains. On est, peu importe vos croyances, on est des êtres humains. Demain, s'il vous faut une transplantation, vous vous en foutez d'où vient de la transplantation. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est... Alors, on sait que c'est pour des trucs électoraux, c'est de la politique, tout ça, qui est derrière tout ça, mais ça fait mal au cœur parce qu'on est obligé d'expliquer aux gens qu'on est gentil, en fait. Alors que non, oui, il y a du bon et du mauvais dans chaque être humain. Vous allez rencontrer des êtres humains gentils, des êtres humains méchants. Essayons de rendre les êtres humains méchants gentils. Comment tu réagis, toi, déjà tout simplement en tant que citoyen français, quand tu vois que quelqu'un est attaqué parce qu'il va prier dans une mosquée et qu'on le tue, quand tu vois que des femmes voilées se font agresser dans la rue, que des gens sont insultés dans leur lieu de culte, et ça ne concerne pas que les musulmans. Il y a des synagogues qui sont attaquées, il y a des églises qui sont attaquées, mais là, il y a quand même un climat où on a l'impression que
être musulman, c'est être une cible. Aujourd'hui, la publicité qui est faite aux musulmans, la mauvaise publicité qui est faite aux musulmans, elle est nauséabonde. Elle est dégueulasse. Mais c'est aussi un petit peu de notre faute, les musulmans. On devrait aussi se dire, attendez, les gars, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Vous avez un problème avec nous? Ben, on va faire grève. On va arrêter de travailler. On va arrêter de faire plein de choses jusqu'à que vous nous écoutez. Déjà, nous, mettons-nous ensemble et se dire, bon, les gars, respectez-nous un peu parce qu'on participe quand même. Est-ce que nous, on est français que 2 fois dans l'année, quand il faut payer les impôts et quand il faut voter? Non, on est français à part entière. On participe au pouvoir d'achat, on consomme énormément. Il faut voir la France, comment elle est pendant le ramadan. Vous allez dans les grandes enseignes, il y a du halal partout. Là, ça dérange personne à ce moment-là. Donc, est-ce que nous, on est là que pour manger et consommer? Non. Moi, je ne suis pas porte-parole. Moi, j'essaie de réunir tout le monde. Juifs, chrétiens, musulmans, athées, peu importe. Un être humain, viens voir mon spectacle. Je le dis tous les soirs à la fin de chaque spectacle. Ça me fait plaisir de réunir dans ma salle des gens qui se diraient peut-être même pas bonjour dans la rue. Et ça, c'est important. C'est ma seule mission que j'ai, moi. Je suis pas là pour dire faut faire ci, faut faire ça. Non. Mais ça me fait mal au cœur. Le décès d'Aboubacar, paix à son âme, c'est... On arrivait à un summum d'un truc qui est très, très, très grave. La réaction aussi de nos politiques est grave. La réaction des responsables est grave aussi. On essaie aujourd'hui de monter les gens les uns contre les autres. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça mène vers des trucs on va pas maîtriser plus tard. Oui, et pendant que les gens s'embrouillent sur des mots de comment qualifier ça, ça reste quelqu'un qui a été tué sur son lieu de prière. Exactement. Et il y a un mort. Exactement, il y a un mort. Tout comme le rabbin qui s'est fait agresser dans la rue, tout comme le prêtre qui a été insulté. Donc, à un moment donné, il faut qu'on dise stop à tout ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que peut-être qu'on remettons de l'amour dans tout ça entre nous. C'est très important. Et ça dit quoi de la France que, moi ça me fait kiffer, hein, que sur TF1, ça soit Boudère qui fasse des 5 millions d'audience. Ça dit quoi de la France? Ça dit quoi du pays? Ça dit que on n'est pas dans un pays raciste. Il y a du ras-le-bolisme, je pense. Il y a des gens qui en ont marre. Raciste, c'est un grand mot. Il a employé dans tout et n'importe quoi aujourd'hui, hein, le racisme. Mais non, je pense que les Français, quand on dit les Français, moi je les vois à la fin de mes spectacles, je les vois dans la rue, quand on discute. Non, les Français ont envie de choses simples, ils ont envie de rire, ils ont aussi envie d'être réunis et de vivre tranquillement dans ce pays. Et d'avoir un travail aussi. Oui, d'avoir un travail. C'est pas indifférent à la crise qu'on traverse. Ah non, non, bien sûr. D'avoir un mode de vie respectable et de pouvoir, lorsque votre enfant vous regarde et vous dit « Papa, on partira où cette année en vacances ?» de pouvoir lui répondre « On partira en vacances. » C'était comment les vacances pour toi quand tu étais petit? Oh, moi, c'était que dans mon village, à Figuig, à Bouarfa, au Maroc. Et c'était super. C'était super. Et quand on partait pas en vacances et qu'on restait ici en France, c'était que des tournois de foot interquartiers. Et voilà, et on jouait au foot tout le temps. Et on s'en foutait de... T'as failli être une star du foot. T'étais à ça. Mais j'étais... bah ouais, à cette époque, c'était pas les Qataris qui avaient le PSG. Mais ouais. Mais comme j'avais triché dans mon âge, ils ont découvert la supercherie et ils m'ont dit non, on te prendra pas, ouais. Moi, j'ai entendu parler de toi avant le stand-up. C'est-à-dire que on a grandi dans des coins pas loin. Moi, j'étais en banlieue proche, à Noisy-le-Sec, et toi dans le 19e. Et on me disait, il y a un mec très marrant dans le 19e. C'est-à-dire que tu avais une réputation de quartier, de mec marrant de quartier. Elle vient d'où cette réputation? Bah, c'est les vannes. Tu sais, moi, j'ai vite compris, Mouloud, j'ai très, très vite compris que pour me faire accepter, il fallait que je sois drôle. Il fallait que je sois le copain, mais c'est aussi ma nature, le copain qu'il fallait avoir pour rigoler, le copain qu'il fallait avoir pour passer un bon anniversaire, le copain qu'il fallait avoir pour passer des bonnes vacances. Donc j'ai toujours, tout de suite été, j'ai eu cette répartie. J'étais un mec marrant, j'étais celui qu'il fallait pas vanner sur son physique parce que derrière j'attaquais. Et aujourd'hui j'en parle beaucoup dans mon spectacle à l'école pour combattre le harcèlement scolaire. Ouais. On t'a harcelé, toi? On t'a attaqué? Non, moi j'ai pas ce truc-là parce que j'ai eu cette chance d'être un vanneur, d'être le mec qu'il fallait avoir parce que j'étais tout le temps drôle, tout le temps bout en train. La salle de classe, c'était mon premier public. Hein. D'abord, le quartier, c'était mon premier public. Les tournois de foot, c'était mes premiers publics. Et donc voilà, j'ai joué de cette force-là, ouais. C'est quoi les vannes dont tu te souviens quand tu étais à l'école? Les vannes que moi je faisais ou qu'on me faisait? Les deux?
Les deux, bon, c'était surtout sur les notes. Quand un mec avait 2 sur 20, c'était très... Il paraît qu'il fallait surtout pas que tu connaisses le prénom des parents de quelqu'un. Que tu pouvais faire... T'étais cette personne-là. Si tu connaissais le prénom des parents des gens, tu y allais longtemps. Sur des recherches de parents, ouais. Ouais, d'ailleurs, je m'excuse les parents d'Adeline. Catherine, qu'est-ce qu'elle a pris, Catherine, la pauvre. Non, mais c'était Tu criais les prénoms des parents des gens comme ça dans la rue. Des fois, ouais. Ouais. Des fois, attention, il y a Mounir. Mounir, c'était le père d'un... Il y a Mounir qui vient de voler à Lidl. Non, mais ouais, parce que bon, on était petits, on faisait plein de blagues comme ça. Bon, c'était ça, les vannes, plus ou moins. Et pourquoi tu te faisais virer à chaque fois de l'école? Parce que j'étais trop fort. J'avais un niveau trop élevé dans l'école, donc ça... Non, parce que j'étais insolent, dans une insolence de comédie, mais jamais irrespectueux. Nous, on n'a jamais tapé un prof, on n'a jamais été irrespectueux envers un prof. On était chiant, parce que toujours la vanne facile, et à un moment donné, même à 8 h du matin, c'est chiant, quoi. Mais on n'a jamais été irrespectueux. Aujourd'hui, je vois ce que certains élèves font à des profs, mais c'est très, très grave, quoi. Donc tout ça, c'est ce que j'aborde dans le spectacle à l'école. Donc je me faisais virer parce que j'étais insolent. Mais cette génération, tu la vois comment, toi? Je te parle pas de la génération de ton fils, ça on va en parler après, mais de ceux qui ont maintenant... qui sortent de l'adolescence, tu vois. C'est très compliqué de leur expliquer que... aujourd'hui, on peut plus dire... il faut vivre... Nous aussi, parents, hein, on doit vivre avec notre temps. Il faut arrêter de dire, oui, l'école, ça fait tout. Non. Si on n'est pas bon à l'école, on n'est pas foutu dans la vie. Aujourd'hui, c'est très compliqué de parler à un ado de l'école, d'un travail pour te réveiller à 8 h du matin, finir à 18 h, toucher 1 500 €. C'est très compliqué de dire ça à un enfant, hein, ou à un ado. Aujourd'hui, l'ado, il va dire, attends, arrête, moi, je veux vendre du shampoing sur Snapchat, je vais tourner à 30 000 - 40 000 € par mois. Va, toi, papa, lui dire, non, en fait, c'est pas la vraie vie. Alors, ben, c'est pas la vraie vie pour toi. Moi, je vais tourner à 30 000, je veux habiter à Dubaï, je veux avoir le salaire de Cristiano Ronaldo. C'est très compliqué à expliquer que derrière tout ce que vous voyez, il y a énormément de travail. Et ces nouveaux jobs d'influenceurs, TikTok, ces réseaux sociaux dans lesquels tu peux gagner de l'argent en faisant n'importe quoi ou en disant n'importe quoi ou en faisant du contenu sérieux ou pas. Tu vois, aujourd'hui, moi, je scrolle beaucoup sur TikTok. Je vois des gens qui embêtent des gens dans la rue. Enfin, voilà, quoi. Mais j'avais croisé un mec, par hasard, qui était sur TikTok, qui disait que du mal des gens. Et je lui dis, franchement, juste explique-moi, parce que c'est fort de se réveiller le matin pour être méchant. Il me dit, écoute, Boudère, quand je suis méchant, par exemple, avec Jamel Debbouze, ou quand je suis méchant avec Omar Sy ou avec des gens, je gagne 800, 900 € par jour. Mais j'ai rien contre ces gens, en fait, personnellement. C'est juste que mon contenu me fait gagner beaucoup d'argent. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je dis, ah ouais, d'accord, on est dans une société, si t'es méchant avec les gens, tu gagnes beaucoup d'argent. Ou la haine rend riche. Ouais, la haine rend riche. Très beau livre. Non, mais c'est vrai. Et je trouve ça vraiment... Je me dis, merde. Et tu peux pas être gentil. Il me dit, non, gentil, je touche pas 800 €. Je dis, bah, que je sais pas quoi te dire, mais c'est... Il me dit, oh, pourtant, j'ai rien, moi, contre ces personnes que j'attaque. C'est juste que voilà, c'est du contenu, ça me fait de l'argent, ça me permet d'acheter des trucs, de faire ma vie, quoi. Toi, avant qu'on soit dans l'époque du contenu, tu voulais faire une œuvre. Ta première œuvre, je me rappelle, c'était... je t'ai vu au Théâtre du Temple, et c'était sur un banc. Tu avais reconstitué un banc sur une scène. Et c'était Mustapha El Atrassi qui m'avait emmené te voir, parce que vous jouiez dans la même salle. Et c'était... On a vu le truc, et c'était une claque, parce que tu avais réussi à reconstituer toutes les blagues qui nous faisaient rire, la bonne ambiance des quartiers, sans copier les Américains. C'est-à-dire que pour moi, c'était du stand-up français, comme quand le rap français est arrivé. Bah, moi, je n'avais pas cette culture américaine, parce que déjà, je ne comprends pas l'anglais, premièrement. Le spectacle dont tu parles, c'est Boudère The One Man Show. C'était un spectacle qui venait complètement de mes tripes. Il n'avait rien d'américain, il n'y avait que le nom. Ah non, ouais, mais pas du tout, ouais. Rien, même pas un mot en anglais. Mais je racontais l'histoire d'un mec qui a grandi dans un quartier, et son point de départ, c'est le banc en bas de chez lui. Parce que ce banc-là, dans tous les quartiers populaires de France, vous avez des endroits où on se retrouve. Et moi, je me retrouvais sur ce banc public-là qui était installé dans ma cité. Et c'est là qu'on vannait, c'est là qu'on discutait, c'est là qu'on pleurait.
C'est là qu'on rigolait, c'est là qu'on parlait football. Et j'ai mixé tout ça et je l'ai mis sur scène. Et c'est vrai que le monde du théâtre m'a tout de suite fasciné. Et je me disais déjà à l'époque, faire un one-man ou faire un stand-up, pourquoi s'arrêter à une bouteille d'eau, une serviette et une chaise? Amenons notre décor, amenons notre monde sur scène pour que quand le rideau s'ouvre, les gens soient... Et c'était un vrai banc de cité qui m'a été offert par la ville de Savigny-le-Temple à l'époque. Je m'en rappelle, ils me l'ont offert. Il était authentique. Hein? Il était authentique, c'était un banc authentique. Non, mais c'était un vrai banc. Et donc j'ai mis de la lumière dessus, on a mis de la mise en scène et des vannes. Et ça a été vraiment le premier spectacle qui m'a bien... On parle de ça il y a plus de 20 ans maintenant. Et puis il faut le dire aussi, les premières parties de Boudère à l'époque, c'était Kian Kojandi, Bounaïmin. Ouais. Il y a du monde qui est passé chez toi. Thomas Njijol, Fabrice. Amel Chabi, Amel Chabi, ouais. Mais c'était des copains que je voyais émerger aussi. Thomas jouait au Moloko le jeudi soir. Et puis c'était une bande à l'époque, qui faisait... comment ils appelaient ça? Ils faisaient des soirées stand-up. C'était déjà le début du stand-up, hein. Avant même le Jamel Comedy Club. Il y avait Comic Street Show, je crois que ça s'appelait. Et il y avait plein de mecs qui montaient sur scène, qui étaient 10 fois marrants, même 10 fois plus marrants que moi. Hein. Et quand je leur disais, les gars, moi, allez-y, hein. Faites 10, 15, 20 minutes, kiffez, quoi. Bounaï, quand il est monté de Bordeaux, j'ai rencontré ce mec intrigant, d'abord. C'est le mot? Intrigant, très intrigant, mais d'une drôlerie et puis d'une sympathie et un vrai écorché vif. Et je lui dis, moi, t'es le bienvenu. Kian Kojandi, alors la rencontre avec Kian a été extraordinaire parce qu'il est venu voir mon spectacle 8 fois. Le scientifique. Au théâtre gymnase. Et c'était un mec qui s'habillait super bien. Ouais. Tu sais, costume et tout ça. Et je le voyais, et je l'ai vu plusieurs fois, je le voyais dans la salle. Et je me disais, merde, c'est l'URSSAF. Je croyais que c'était un mec de l'URSSAF, tu vois. Il me faisait rep. Et après, il est venu, il m'a abordé, il m'a dit, voilà. Je dis, oui, mais excuse-moi, tu viens souvent voir mon spectacle. T'avais pas compris la première fois? Il me dit, non, c'est pas ça, c'est que je me lance aussi, j'ai un sketch. Je dis, bah, viens. Et il était venu, je me rappelle, il faisait mes premières parties, le sketch des bandes annonces. Il y avait un sketch sur des bandes annonces. Et voilà, et puis tous ces gens, voilà, aujourd'hui, quand je les vois, je suis très content. Qu'est-ce que tu en dis de cette génération spontanée qui a été la vôtre, de ce que tout le monde est devenu, de ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué, ceux qui ont eu même des soucis de santé mentale et qui continuent encore, et on voit que ça va pas fort? C'est un métier qui est tellement compliqué. Tu sais, Mouloud, j'ai eu, moi, une ascension fulgurante. C'est à ce moment-là qu'on s'était croisés. Tu faisais des trucs sur Canal aussi. Et j'ai eu une ascension fulgurante parce que je suis arrivé après Jamel. Tout le monde disait, c'est le nouveau Jamel Debbouze. Jamel Debbouze numéro 2. Moi, ça me faisait plaisir, parce que Jamel, c'est le taulier, quoi. Et je suis arrivé à ce moment-là, avant le Jamel Comedy Club, donc j'étais entre les deux rives. Et ça s'est arrêté. Pendant 3-4 ans, ça s'est vraiment arrêté. Ça s'est arrêté parce que j'avais plus d'inspi, j'avais plus envie, parce que aussi j'avais fait un film et je me disais, j'avais fait Beurre sur la ville. De Jamel Ben Salah. Avec Jamel Ben Salah, qui est le premier qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier au cinéma. Il y avait une rivalité que moi je ne comprenais pas. Je me disais, attends, moi je suis là pour rigoler, je suis ni là pour te manger ton pain, ou pas avec d'autres humoristes, mais c'était un peu, il y avait ce climat-là avec une mentale qui n'était pas la mienne. Moi je venais des quartiers. Dans le quartier, quand ça va pas, je te dis en face, voilà, écoute, t'es pas cool, pourquoi tu fais ça? Et puis on discute, ou on se bat, ou on fait ce que tu veux, mais au moins, il y a une confrontation. Il n'y a pas de truc en sous-main. Et ça m'avait vraiment dégoûté du métier, surtout après Beurre sur la ville. Et voilà, j'ai plus eu envie. Pendant 3 ans, vraiment plus eu envie. Et comment t'as vécu à ce moment-là? J'étais pas... La chance que j'ai, c'est que je ne suis pas attaché à ce métier. J'adore ce métier, j'adore ce que je fais. Je me sers de ces métiers pour aller dans les hôpitaux, pour voir les enfants, pour faire des actions humanitaires dans plein de pays que je fais. Je ne le dis pas aux gens parce que ça me fait plaisir à moi, ça me fait du bien à moi. Donc pour ça, j'adore ce métier, parce que je donne du sourire aux gens, parce que le héros sur TF1 s'appelle Samir, tu vois, parce que dans la rue, on me voit, on me dit Boudère, on t'aime. Donc moi, ça, j'adore. C'est ce que j'aime de ce métier-là. Mais si demain tout s'arrête, c'est pas grave, j'ai pas de regrets, j'aurais tout fait. J'ai écrit un livre, alors t'imagines, je sais même pas écrire. Un Boudère. Un Boudère, j'ai écrit 2 pièces de théâtre, La Grande Évasion, et plein d'autres choses. J'ai les Sans Amis, j'ai fait 3 one-man shows.
J'ai fait plusieurs films au Mais cinéma. comment toi t'as tenu? Parce qu'on en voit qui ont vrillé, qui sont devenus hyper aigris, qui passent leur temps à dire du mal de toutes les autres C'est un personnalités. état d'esprit. C'est une éducation, c'est un état d'esprit. Et c'est très français aussi de se dire quand je réussis pas, c'est la faute de l'autre. C'est très français, ça. Ceux qui ont du mal, c'est ceux qui n'ont pas compris ce métier. Ce métier est une course de fond. Vous allez avoir... On est des artistes, on n'est pas des stars. C'est deux mondes différents. Moi, je suis un artiste. C'est-à-dire que je me réveille en pleine nuit, j'ai rêvé une idée de sketch, je prends un papier, je l'écris, je le garde ou je le garde pas, ça c'est une autre histoire. C'est drôle ou c'est pas drôle, c'est une autre histoire. Je le teste, moi ça me fait rire, ça fait pas rire les gens, voilà. Ceux qui comprennent pas ce métier, c'est ceux qui n'arrivent pas à être, tu sais, pour expliquer. Faut être hyper content qu'il y ait des gens qui mettent 20 ou 30 euros dans leur poche et qui sortent de chez eux pour venir te voir. Même s'ils sont que 4 dans la salle, à avoir payé, t'as suscité l'intérêt de 4 personnes. C'est-à-dire que c'est des personnes, en plus, ils ont pris leurs meufs, ils sont venus avec leurs femmes, ils ont pris des nounous pour garder des enfants, pour venir te voir. C'est déjà une réussite. C'est déjà énorme. Moi, je suis de cette génération, il n'y avait pas de... j'ai pas 100 ans, mais il n'y avait pas de scène ouverte, il n'y avait pas de Paname, il n'y avait pas de Comedy Club. C'était le Trévise, le bec fin, le carré blanc. Et des fois, je venais, on me disait non, mais c'est bon, on n'a pas besoin de sketch. Non, c'est bon, on a déjà Jamel. Je voyais ça, moi. Moi, je suis arrivé une fois à une salle, on m'a dit non, pas d'arabe. On te l'a dit comme ça? Oui. Il m'a dit le propriétaire ne veut pas d'arabe. Mais c'est pas d'arabe, moi, je suis boudère. Non, non. Bon, bon, alors, Comment t'as réagi? ben, j'ai eu très mal. J'ai eu très, très mal, mais j'ai persévéré. J'ai persévéré, je me disais, c'est écrit. Moi, tout est écrit. Tout ce que je vis est écrit. Mon destin est écrit. J'aimerais qu'on parle de quelqu'un qui a fait du bien à ton destin, c'est Mouss Diouf. Est-ce que tu peux me parler de Mouss Diouf? Parce qu'on parle pas assez de lui, en fait. Franchement, moi, ça me fait un peu mal au cœur, Mouloud, parce que c'est un mec... ouais, j'ai la larme à l'œil quand je parle de lui, parce que c'est vraiment quelqu'un, moi, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a mis le pied à l'étrier. Vraiment. Je l'oublierai jamais. Il a mis le pied à l'étrier à beaucoup de gens. Beaucoup. Parmi eux, il y a des gens qui ont oublié. C'est pas grave. Moi, je dis que dans la vie, on a tous un objet commun qui est le miroir. On a tous un miroir à la maison. Chacun se regarde devant son miroir. Les gens... il est parti. Il est toujours dans mon cœur. Il avait une salle qui s'appelait... un restaurant qui s'appelait le Réservoir. Le Réservoir. Qui a donné leur chance à beaucoup, beaucoup de monde. Mais au Réservoir, quand tu dînais au Réservoir, un jour, je m'en rappelle, un jour, il m'a dit « Attends-moi, on est parti au Réservoir. » Il m'a dit « Tiens, il m'a mis à une table, il m'a dit « Attends-moi, là, j'ai des trucs de papier à faire. » Et un mec qui était assis à côté de moi, avec des locks et tout. Moi, je connaissais pas, on mange et tout. On se parle pas, mais on se regarde et tout. On mange. Lui, il me regarde vraiment bizarrement. Je me dis « Merde, ça doit être... je sais pas, je vois pas qui c'est. » Et à ce moment-là, le mec, il se lève, il parle avec Mouss et il part. Il me dit, vous avez discuté et tout? Je dis, non, mais il est chelou. Je dirais un drogué, le mec. Il me dit, mais non, c'est Lenny Kravitz. Je dis, ah merde. Je savais pas que c'était Lenny Kravitz. Et tu mangeais, tu pouvais voir Franck Dubosc venir faire un sketch, Jean Rachid, qui jouait là-bas. Avec les intégrés. Les intégrés, bien sûr. Vanessa Paradis, qui venait, qui était là. Et plein d'autres stars qui étaient là. Et c'était l'une des premières grosses scènes ouvertes, un peu underground, tu vois. Comment t'as appris son décès et qu'est-ce J'étais que là, j'étais là, moi. J'étais là à sa première chute. Son premier AVC, il a été au Maroc. Il a été reçu par le roi du Maroc, que je remercie vraiment du fond du cœur, parce qu'il l'a énormément aidé. Ils étaient copains, vraiment. Il était à Marrakech, il était bien. Ça allait mieux, il faisait de la dialyse, mais moi, ça allait mieux. Et je faisais des allers-retours pour le voir. Après, il est venu à Paris, il a eu une deuxième attaque, un deuxième AVC. Cet AVC-là a été très compliqué. Et pendant plusieurs jours, plusieurs mois, même quelques années, il a vraiment tenu. Et puis, il est parti un soir où j'allais jouer vers Marseille. Et je suis passé le voir. Et Sandrine m'a dit, écoute, il est un peu fiévreux aujourd'hui, il est un peu bizarre. C'est bizarre. Je lui ai dit, écoute, je vais... je devais faire une scène ouverte, hein, c'était un truc. Et je lui dis, écoute, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles.
Et sur la route, elle m'appelle, elle me dit, je crois qu'il est en train de partir. J'ai fait demi-tour et puis il est parti. Et ça m'a fait tellement mal au cœur. Le lendemain matin, Omar est arrivé, Omar Sy est arrivé avec Hélène. Et on est resté là jusqu'à son enterrement. Ça nous a beaucoup rapprochés avec Omar. Ouais. Je sais qu'il y a quelqu'un que t'aimes beaucoup aussi, c'est Louis de Funès. Oh. On va se faire une interview Louis de Funès. Je vais te poser des questions. Et c'est Louis de Funès à qui tu devras répondre. Ah. OK? À quelle occasion on t'a dit? Mais à votre âge, ça peut être dangereux. Et tu sais, quand j'ai mangé de la rissa, on m'a dit, non, mais à votre âge, ça peut être dangereux. À votre âge, ça peut être dangereux. Quand est-ce qu'on m'a dit ça? Ah, non, je crois qu'on me l'a jamais dit, ça. Non, bah, j'ai pas 1000 ans. Hein. Tu fais pas des petits check-up de santé, des... Non, franchement, non. T'as pas pensé à une greffe des cheveux? Non, bah, non. Ouais, foutu pour foutu. Mais tout ça, c'est à cause du gel de Lidl. Lidl, si vous m'écoutez, arrêtez de donner du gel aux gens. Regardez. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit... Oh, vous n'avez pas confiance en moi? Oh, mais oui. Plusieurs producteurs à mes débuts. Ah ouais? Et après. Après, ouais. Oh là là, vous n'avez pas confiance en moi. Si, plein de gens. Plein de gens. Tu t'es déjà fait arnaquer? Oui, Ouais. avec plaisir en plus. Non, pas arnaquer, mais j'ai signé des contrats sans lire. C'était dans mes débuts. Mais j'en veux pas ni à la personne, ni aux gens. On s'en reparle, on se reparle d'ailleurs. J'ai pas de soucis. Mais voilà, c'est la vie. À l'époque, hein, moi je me rappelle quand je croisais Jamel, Gad, tout le monde, il me disait cette fameuse phrase, hein, si tu veux réussir, il faut te faire arnaquer par Jimmy Levy. Sinon, tu réussis pas. Et il t'a Je arnaqué? t'embrasse, Jimmy. Non, pas du tout. Bah voilà. Non, Jimmy, non. Bah non, parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Hein. Mais ouais, il y avait ces producteurs un peu qui tournaient autour de moi, qui étaient... C'est pour ça que j'avais choisi Mousse. Parce que Mousse, paix à son âme, il est venu, il m'a dit, écoute, j'ai 30 € dans la poche, pas beaucoup d'argent pour te produire. Si ça marche, on rigole. Si ça marche pas, on rigole. Et j'ai Mais c'est la meilleure des tellement phrases. aimé. Bah oui. Parce qu'il m'a rien vendu, tu vois. Il m'a pas vendu de rêve. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question en voyant quelqu'un? Vous n'êtes pas raciste. Mon Dieu. Est-ce que je me suis déjà posé cette question? Tu sais, moi, des fois, les gens oublient mes origines. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on oublie. Je suis le nounou. Je n'ai pas d'origine, moi, pour les gens. Donc, des fois, on me sort des trucs. Tu entends des dingueries autour de moi, toi? quoi. j'entendais des Genre folies. quoi? Comme, oui, est-ce que c'est vrai que les musulmans, ils ont le droit d'égorger leurs enfants? Tu vois, est-ce que si vous n'avez pas de mouton, vous pouvez égorger votre enfant? Je dis, mais... T'as entendu ça? J'ai entendu ça. Comment tu réagis? Mais tu sais, moi, je suis assez pédagogue. Quand je scanne très vite, je ne juge pas les gens, mais je scanne la personne. Je me dis, OK, lui, il va falloir tout recommencer depuis le début. Il faut commencer depuis Jésus, d'ailleurs. Il faut lui dire, Jésus, nous croyons en Jésus, nous avons un respect énorme envers Jésus, et nous, on est pour le vivre ensemble. Est-ce que pour te rassurer, tu demandes à tes proches? Tu me trouves bien? Oui, Ouais. bien sûr. Les gens avec qui j'ai grandi, quand ils viennent voir le spectacle, mes frères aussi, je sors de là, c'est les seuls à qui je demande comment vous avez trouvé le spectacle. Ça, même des gens du métier, je leur demande pas. Gad, il est venu plein de fois, Jamel, plein de copains qui sont venus. Je suis jamais sorti de scène en leur disant, alors, qu'est-ce que t'en penses? Non. Par contre, C'est ton cercle. ouais, j'ai un petit cercle à qui je demande. Ouais. Est-ce que, comme Louis de Funès, tu penses que... Tout le monde est à vendre, c'est une question de prix. Non, je pense pas. À qui dirais-tu... Retire-toi, te dis-je, et ne m'échauffe pas les oreilles! Retire-toi, te dis-je, et ne m'échauffe pas les oreilles. Oh, Bardella, je dirais bien ça. Jordan. Allez, arrête un peu, là. À qui tu as dit pour la dernière fois... Ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir de vous revoir. Mon banquier. Le rapport a changé. Oui, c'est plus pareil, Il est là. plus sympa. Bah, il m'envoie des textos. Non, je rigole. Ça fait plaisir de vous revoir. Mais c'est à vous, Mouloud. Ça me fait plaisir de vous... Eh ben, moi aussi. Qu'est-ce que tu répondrais à... Un vœu, tu dois faire un vœu. Franchement, et je le dis, parce qu'il paraît, genre, quand tu dis les vœux, ça n'existe On pas. n'y croit pas, nous, à tout ça. Ouais, moi, ça, non. Franchement, j'ai un vœu, mais... Vraiment, Mouloud, c'est un vrai vœu. C'est pas un vœu bisounours.
venez, on se kiffe. Venez, on s'aime vraiment. Franchement, j'en ai marre de me réveiller le matin, de mettre une chaîne d'infos et d'entendre qu'on insulte des gens parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont grands, ils sont petits, ils sont gros, ils sont moches. J'en ai marre de ça. Franchement, j'en parle, j'en tremble, j'en ai marre de ce climat-là. Parce que je suis papa, mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Arrêtez de chauffer les gens. Arrêtez sur les chaînes d'infos de mettre des banderoles qui excitent les gens. Il y a un mec qui est mort dans une mosquée. Putain. Il y a un prêtre qui a été assassiné. Il y a un rabbin qui a été tapé. Franchement, arrêtons. Je vous jure qu'on n'assumera pas ce qui va se passer après. Il y a tellement de cinglés dans les rues. Il y a tellement de gens qui... ce mec qui a tué ce pauvre Aboubacar, c'est un cinglé. Et un matin, il dit, j'en ai marre de ces musulmans-là. Je vais aller en tuer un, eux et leur Allah. Mais vous avez vu, donc, enfin, on arrivait à un point qui est... Qu'est-ce qu'on attend, en fait? Voilà, c'est la vraie question. Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il y ait un mec qui rentre dans une école et qui fasse tout et n'importe quoi. On attend... Je sais pas. Franchement, arrêtons. Sérieux, si vous m'écoutez. Arrêtez, venez, on s'aime. Il n'y a que ça qui va gagner. Franchement, je ne pensais pas que cette émission on allait tourner dans un truc comme ça, mais ça me fait tellement mal au cœur. Je te jure, tu vois, dans le nounou, on écrit des trucs cool, on essaie d'être cool. La cité dans laquelle je suis, c'est une cité cool. Les enfants subissent du harcèlement, on essaie de trouver des solutions. Venez, on est comme le nounou, venez, on est cool, quoi, merde. J'aimerais qu'on parle d'un mec cool qui nous a quittés, qu'on le regarde dans Inside Comedy Club. Ouais, il faut qu'on parle d'un truc. Cette nuit, j'ai pas dormi. Je ronfle, mais vraiment beaucoup. Et il faut absolument que tu fasses un truc. Non. Non, quoi? Je ronfle pas. Je le saurais si je ronflais. Ah si. Si tu ronfles, demande à Franck. Hein. Il était témoin. Hein. Demande à Franck, tu ronfles, mec. Non. En France, on jette toujours la pierre au gros. On est les boucs émissaires. Chaque fois qu'il se passe un truc, c'est les gros. Il manque énormément. Ouais. Il me manque Wahid. Ouais. J'ai toujours du mal à parler de lui. Hein. Je sais pas. C'est pas une partie de moi, c'est ma moitié qui est partie. C'est le mec qui je rigolais le plus, avec qui je pleurais le plus. Il fait partie des rares à qui je me confiais. Je fais partie des rares à qui il se confiait. On était ensemble, on devait dîner ensemble le soir. Le lendemain, pardon, sa femme m'a appelé, elle m'a dit, il est à l'hôpital, il a fait une attaque et j'étais à côté, quoi. Jusqu'à qu'il est parti. Et 93 a perdu quelqu'un d'énorme, quoi. Exceptionnel. C'est un mec qui donnait tellement de sa personne, un cœur énorme. Et voilà, et il a eu aussi des moments très compliqués où ça a été dur, parce que Wahid, l'arhamo, père son âme, fait partie de ces gens, quand vous bossez avec lui, ça y est, vous devenez son copain. Des fois, il ne comprenait pas que dans certains tournages, 2 mois après, il n'avait plus de nouvelles des comédiens avec qui il tournait. Parce qu'il disait, c'est bizarre, Boudin, les mecs, on a partagé un truc. Une fois, je les appelle, ils ne répondent pas et tout. Et je lui dis, mais au début, j'étais comme ça, Wahid, moi aussi. Et j'ai vite compris qu'en fait, pour certains, voilà, on est des potes de boulot. On ne peut pas, Wahid, nous, tout le temps, être... nous, on donne tout ce qu'on a, quoi. Lui, il donnait vraiment tout ce qu'il avait. Et il est là, je ne l'ai jamais vu rentrer les mains vides. Il n'est jamais rentré les mains vides. On a joué pendant 5 ans La Grande Évasion avec Paul Séré, que je salue. Il n'est jamais rentré dans la loge les mains vides. Jamais. C'est drôle parce que tu en parles au passé et au présent en même temps. Parce qu'il est là. Je suis très proche de la famille Bouzidi. Hein. Moi, Amidou, Rachid, ses frères, ses sœurs, on est très proches, vraiment, parce que bien avant que... Moi, j'étais proche de Rachid, son frère. D'ailleurs, c'est son frère qui me l'a présenté. J'allais jouer au Canal 93, et son frère m'appelle, il me dit, écoute, j'ai mon petit frère, il se lance dans le stand-up, et comme tu joues
dans le Canal 93, en plein Bobigny, il y aura plein de mecs de la cité et tout. Ça te dirait de lui donner la première partie. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Qu'ils viennent. Et il me dit, mon petit frère. Donc, moi, quand il me dit mon petit frère, bon, bah, je vois un petit garçon. Et je vois un mec arriver. Je lui dis, mais c'est pas toi, c'est ton père, lui. Il me dit, mais non, c'est mon petit frère. Et il sort de scène. Il me dit, alors, comment t'as trouvé ça? Je dis, écoute, c'est nul, mais continue. Et on se vanne comme ça, et on part. Et ça l'avait touché que je dise ça, tu vois. Et puis on a il a rejoint le Comedy Club de Jamel et tout ça. Et on est restés très proches. On s'est vus, on a fait la Grande Évasion ensemble. On a tourné dans À la 2 ensemble. Chaque fois, c'est simple, Wahid, à chaque fois que j'ai fait un film, il était dedans. Dans Le Grand Cirque, il était dedans. Chaque fois que j'ai fait un truc, c'est à lui que je pense. Tu te souviens de votre dernière conversation? Dernière conversation. Oh, je vais venir manger chez toi. Prépare-toi, j'ai la dalle. Et je lui dis, écoute, vas-y, viens. Demain soir, sois pas en retard, sale bâtard. Enfin, c'était comme ça qu'on se parlait. Sois pas en retard et tout. Non, mais t'inquiète pas, je serai à l'heure, mais je te préviens. Parce qu'il adorait ça. Il me dit, je vais pas manger de la journée, je vais tout déglinguer chez Watt. Tu vois, on avait pris une petite maison à Marrakech, tu vois, avec ma famille, tout ça. Mon fils l'adorait. L'adore. Il avait fait une première attaque en France. Il avait beaucoup de diabète. Et on a été lui rendre visite et tout. Et mon fils lui a dit, j'étais avec mon fils, et mon fils lui a dit, tonton Wahid, s'il te plaît, tu peux arrêter de manger du sucre, s'il te plaît? Et Wahid l'a regardé et lui a dit, franchement, t'es chiant. T'es le seul à qui je peux pas dire non. À tous les autres, je leur fais croire que je mange plus de sucre, mais toi, je peux pas te mentir. Et on était très, très proches. Vraiment, vraiment. J'aurais voulu... je t'aime, je lui dis plein de fois. Je t'aime. Tu me fais chier, je lui dis plein de fois. Il me saoulait parce que des fois, il voulait pas taffer, tu vois. Parce que c'est un mec qui est drôle sans travailler. Tu sais, la Grande Évasion, il venait 5 minutes avant le spectacle, avant la pièce. Paul, ça le rendait ouf. Il me disait, mais je dis, Paul, à partir du moment où le rideau s'ouvre, c'est le meilleur d'entre nous. Il est plus drôle que nous deux. C'est comme ça, c'est la vie. T'as des gens, ils ont ce don. Et lui, il arrivait 5 minutes avant, il posait ses affaires, il s'habillait, il dit, allez, on y va. Pas besoin de répète. Et Mozart sur scène. Qui est-ce qui te faisait rire, toi, dans ta famille? Les premiers gens qui t'ont fait rire, tes premiers souvenirs? Paix à son âme, celui qui me faisait beaucoup rire. Mon grand-oncle, il me faisait beaucoup rire. Il avait toujours des histoires, toujours des trucs hyper marrants. Il était très drôle. Mon père, non, n'était pas drôle, pas dans le sens, mais quand il faisait une punchline, c'était assez marrant. Mais mon grand frère, ouais. Comment ça se fait que t'as autant de blagues dans ta tête? Il n'y a pas un moment où j'ai pas vu Boudère sans qu'il y ait des blagues de l'espace qui sortent. C'est-à-dire que c'est encore plus que ce qu'on peut voir à la télévision dans certaines émissions. Mais parce que je retiens que ça. C'est-à-dire que mon père me disait, si tu retenais tes leçons de mathématiques, d'histoire et de français, tu serais déjà à la NASA. Non, toi, tu préfères retenir c'est l'histoire d'un mec qui sort de chez lui. Voilà. Là, maintenant, t'as quoi dans la tête? T'aurais quoi dans la tête comme blague? C'est une femme qui tombe... Ouais, voilà, c'est automatique. Voilà. C'est un truc de fou. Non, c'est une fille, elle a une crevaison de pneu. Elle appelle son père, elle lui dit, papa, j'ai crevé mon pneu. Elle dit, appelle ton mari. Elle dit, je l'ai appelé, mais il est au travail. Elle dit, bon, d'accord, t'en as pas un autre de rechange? Il dit, si, il est au travail, lui aussi. Bon, on va faire un petit jeu ensemble. Ici, on aime bien faire des karaokés, mais en yaourt. Sauf que toi, t'as une passion en plus, c'est que tu joues du oud. Ouais. Donc, on va faire une interview Boys in the Hood avec toi. C'est-à-dire qu'on va te mettre des sons, ça va se couper, et tu peux continuer en yaourt, en chantant, et bien évidemment, avec ton oud. Vous avez un oud? On a un oud pour toi, évidemment. On envoie le oud à Boudère. Mais tu m'as dit que t'avais pas de budget. Il n'y a pas de budget. Oh, dis donc. Il est beau, ce oud. Merci, monsieur. J'adore ce monsieur. Hein. Mais il est génial. Bon, allez, oui. on commence avec... Bon, t'as demandé de choisir des chansons, t'as commencé avec celle-là. C'est la vie, de Khaled. Là, tu dois yaourt. Ah ouais, yaourt. Pourquoi ça yaourt? Tu fredonnes, quoi.
Allez, on continue avec Alliance Ethnique. Ah, qu'est-ce qu'on aime Alliance Ethnique. Kamel, respect. Toujours à vie. Et le morceau Respect. Oui, le sujet est ouvert de manière claire. Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect. Je vous parle de ces valeurs qui se perdent, en effet. Il y a de quoi avoir le cœur en mille morceaux, car le mille studios sont touchés par le manque de respect. Combattre le funky track, tout est condé, fondé, guys. Oh my love, condé, fondé, got the views, and the music got the views. Respect yourself, and you know the Très bien. Un classique du karaoké. Il jouait du piano debout de France Gall. Oh, j'adore cette chanson. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Non. Il avait choisi. J'ai pensé qu'il faut laisser, qui te fait passer, ça vous dérange, ça vous dérange. Il jouait du piano debout, ne fait pas toujours, et qu'il ne fait un bousou. Allez, pile qui nous fait, ça nous fait du bon après tout. Et c'est ton choix qui me tue. T'as choisi Allô, allô, monsieur l'ordinateur de Dorothée. Alors, je peux... Non. Monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur au bureau des bonheurs. J'adore. Où il est? Il est là tous les matins. Aussi désolé. Oh my God. Oh mon Dieu. Si tu te... Qu'est-ce que j'ai galoche sur cette chanson. Et me fais pas croire ça. On termine avec Kaltoum. Kaltoum. الهوى من الهوى سهران الهوى مسكين الهوى سهران الهوى حبيبي يلا نعيش بعيون الليل. Et si je te laisse seul avec ton oud et que tu veux nous faire un air que tu kiffes? Je peux vous faire ça? Bravo, magnifique. Magnifique. J'aimerais qu'on continue de parler à l'école, parce que... Ah oui. Spectacle qui est en train de cartonner sur l'école, et à l'école, il y a ton fils. Ouais. Qu'est-ce qui change entre l'époque où tu étais à l'école et celle de ton fils? Déjà, il y a les notes. Tout. Parce que c'est ce que j'explique tout le long du spectacle. Moi, avant, quand j'avais, ou toi, même, quand on avait une mauvaise note, à l'instant T où tu avais la mauvaise note, il n'y a que toi qui la connaissais, la mauvaise note. Après, il fallait que tu en parles à ton père, à tes parents, bon bref, chacun sa technique. Moi, je disais à mon papa, « Papa, t'es capable de signer un papier dans le noir ?» Enfin, tu vois, j'ai essayé des trucs, tu vois. Mon fils ne peut pas faire ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des applications. C'est devenu un truc addictif. C'est de la folie. En venant tout à l'heure, je regardais. On est devenu addict à ce truc-là. C'est-à-dire que tu connais la note de ton enfant avant ton enfant. Si ça existait, ça, avant, nous,
Bah là, on serait au cimetière, déjà. Ouais. Parce que, voilà. Donc, je raconte un peu tout ça. Je raconte le carnet de correspondance, qui était notre premier casier judiciaire, tu vois. Je raconte la cantine, je raconte les profs qu'on avait. Parce que les profs d'aujourd'hui, c'est ce que je dis, les profs d'aujourd'hui, avec les nouveaux outils, Internet, l'IA et tout, les profs d'aujourd'hui, c'est des Ferrari. C'est des Ferrari. Nous, on avait des Fiat Punto, nous, c'était pas... Et je raconte un peu tout ça. Et ton fils, il utilise l'IA déjà ou pas? Ouais. Ouais. Moi, je suis pas contre. Moi, je lui dis, mon fils, c'est un outil. Si ça peut t'aider à apprendre ta leçon et à comprendre les choses, on est dans une ère, ERE, où tu peux pas dire... Quand quelqu'un te dit « je sais pas », tu le classes parmi les gens feignants. Tu peux pas dire « je sais pas ». Tu me donnes ton adresse, je sais venir. Waze, il m'emmène chez toi. Donc aujourd'hui, on sait tout faire. On peut pas dire « je sais pas ». Même des fois, tu peux même cramer. Moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai des oncles qui viennent manger à la maison et tout, tu sais, t'as ces oncles-là qui connaissent tout. Ils te sortent des trucs. Oui, en 47, il y a eu ça. Toi, t'es là. Tu regardes, mais quel mytho. C'est même pas vrai. Tonton, ça n'existe même pas. Aujourd'hui, tu sais tout. On peut tout savoir. Donc, c'est important. Et je dis à mon fils, t'as tous les outils pour réussir. Même si le prof, il t'explique la leçon, tu la comprends pas, tu rentres chez toi, tu vas sur YouTube, tu tapes le nom de la leçon, t'as un mec qui va te l'expliquer autrement, il explique même avec des dessins animés. Nous, on n'avait pas ça, nous. Moi, des fois, je rentrais chez moi, je demandais à mon grand frère, t'as vu? J'ai dit, Hassan, c'est où l'Australie? Il me disait, bah, demande à maman, c'est elle qui range tout. La semaine dernière, on était avec Étienne Klein, qui est un physicien et philosophe, qui nous expliquait que depuis Internet, depuis l'accès illimité aux connaissances, bah, la population devient de plus en plus bête. Comment ça se fait? Comment t'expliques ça, toi? C'est une fainéantise. C'est simple, c'est humain. Quand tu donnes à un être humain à manger tout le temps, à un moment donné, il a la flemme de manger. Tu vois, alors que si tu dis va chercher ta nourriture, c'est pas pareil. Aujourd'hui, nous, avant, il fallait aller à la bibliothèque, il fallait au CDI, il fallait prendre des photocopies de livres, il fallait emprunter le livre, le lire, le rendre. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin. Aujourd'hui, on te demande de lire, je sais pas moi, un guide de Maupassant, ben, tu vas sur Internet, tu as quelqu'un qui a fait le résumé, qui a expliqué le truc. Il n'y a plus... à force de tout donner aux gens, ben, les gens sont habités d'une flemmardise exceptionnelle. Et que s'informer sur Internet, c'était la pire façon de s'informer, parce qu'en fait, on n'a pas accès à des informations, mais à des opinions. Et comme tu l'as dit très justement, la haine rapporte de l'argent sur Internet. Oui. Donc tout le monde est polarisé. Et aujourd'hui, quand tu vois que les jeunes sont ceux qui consomment le plus Internet et qui votent de plus en plus à l'extrême droite, il y a un lien de cause à effet. C'est pas les jeunes qui regardent les chaînes d'information. Ouais, ben tout le monde dans lequel on est, tout est fait pour faire dériver les choses. Ça, c'est... Mais après, ça a toujours existé. Les journaux aussi, chaque journal a son opinion. Quand tu achètes Libé ou tu achètes, je sais pas moi, quand tu achètes Libé, bah, tu es bien politisé d'un coup. On voit de quel bord politique tu es. Ça a toujours existé en France. C'est des opinions et c'est vrai que... Sauf que là, c'est la confusion. La consommation à mort aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Les gens scrollent la vie. Tu vois, même dans le stand-up, quand tu vas regarder une soirée stand-up, c'est du scrollage d'humour. Celui-là, il te fait pas rire. Il y en a un autre qui arrive, il va te faire rire. L'autre, il va pas te faire rire. Et puis voilà. Et on est dans de la consommation. Aujourd'hui, dès que ça dépasse 5-6 minutes, ça n'intéresse plus les gens. Les gens sont très fatigués. Comment tu l'éduques, toi, ton enfant, sachant tout ça? Je calque ce qu'a fait mon papa. Vraiment le respect, la religion, l'envie, la citoyenneté, de ne pas se laisser faire, mais d'être le plus respectable possible et respectueux possible envers les gens, d'avoir un très bon comportement. Et bien sûr, aujourd'hui, pour les parents, les tablettes, les téléphones, c'est des moyens de pression. T'as pas travaillé, bah, je t'enlève ton téléphone. Voilà. Mais je suis beaucoup dans de la discussion, vraiment. Je suis vraiment un pote avec les règles de papa. Et voilà. Et franchement... Moi, je vais tellement voir des enfants qui sont hospitalisés que des fois, même avec la mère de mon fils, je lui dis, écoute, faut pas qu'on se plaigne trop. Franchement, arrête. Viens, je t'emmène avec moi service leucémie de Robert Debré, où je vais souvent. Tu vas voir qu'on est très content que notre fils soit en bonne santé. Qu'est-ce qu'ils t'apprennent, ces enfants malades? Ils m'apprennent que la santé, c'est le plus important que tout. Ça vaut tout l'or du monde. Et c'est surtout le regard des parents.
des parents de ces enfants-là, parce que les enfants hospitalisés, les copains, comme je les appelle, eux, ils connaissent leur situation. Tu sais, ils savent. T'as pas, tu sais, mais les parents qui vivent ça, c'est très compliqué. Mes parents l'ont vécu avec moi, donc je sais ce que c'est. Le regard de ta mère qui t'emmène à l'hôpital, et le regard des gens dans le métro, tu vois, tout ça, ma mère l'a vécu avec moi. Donc je vois aussi, eux, ce que vivent les parents. De se dire... tu sais, des fois, moi, je suis surtout là pour réconforter aussi les parents. Ne dites pas pourquoi, moi, mon fils, il est comme ça, pas comme les autres. Non, votre fils, c'est votre fils. Il est comme il est. Et il n'est pas différent, il est autrement. Je déteste ce mot, la différence. Ce mot-là est devenu un mot péjoratif. On est différent. Non, on est autrement. Bah, t'es grand, je suis petit, et alors? T'imagines si on se ressemblait tous, ça serait relou. Je te le confirme. Boudère. Surtout quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Tu sais pas qui tu l'as prêté. Bon, message à quelqu'un qui doit de l'argent à Boudère. Oh, ils sont beaucoup, hein. Ouais. Non, je rigole. Boudère, merci. Il faut absolument aller voir le spectacle à l'école. C'est en tournée dans toute la France jusqu'en 2027 et au Grand Rex le 21 mars 2026. Tu seras là, je sais. Évidemment. Bravo pour tout, Boudère. C'est mon boulot. Bravo.